Et bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue sur ce nouvel épisode du webinaire Focus Franchise. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Maître François-Xavier Awatard de CMS Francis Lefebvre, qui va nous parler en effet des erreurs à éviter dans les procédures, enfin les erreurs qui sont à l'origine des procédures contentieuses. Bonjour François-Xavier. Bonjour à tous. Je remets un petit peu de contexte, hein. Nous organisons à la Fédération française de la franchise régulièrement des réunions régionales au cours de laquelle on discute entre franchiseurs et nous avons également quelques experts qui nous accompagnent régulièrement. François-Xavier, tu participes aussi régulièrement à certains de ces réunions. Et je me souviens, il y a quelque temps, on avait évoqué, entre autres, la médiation et l'arbitrage. Et tu avais fait une intervention qu'on avait trouvé tous, comme souvent, très intéressante, où tu parlais de statistiques, justement, dans les contentieux. Et de là est née l'idée de se dire, bah, tiens, et pourquoi pas en faire un webinaire. Parce que même si les réseaux qui accompagnent la fédération sont pour beaucoup matures, ça n'empêche pas que pour certains, les contrats n'ont pas toujours été revus. Les contrats sont, même s'ils sont souvent faits par des collègues, confrères, experts de la fédération, c'est pas toujours le cas. Et nous, à la fédération, Boris, qui est avec nous aujourd'hui, est le mieux placé pour en parler quand on a des enseignes qui veulent nous rejoindre, parce qu'on est une fédération sélective, on va étudier le DIP et le contrat de franchise, et il n'est pas rare qu'on ait quand même de nombreuses remarques à faire dans l'optique de protéger parfois le franchiseur, parfois le franchisé, mais régulièrement les deux, avec des modifications assez courantes. Donc on s'était dit que ça pouvait être intéressant de proposer à nos adhérents de refaire un petit topo justement sur les erreurs à éviter parce que parfois ça peut paraître beaucoup de bon sens, mais c'est toujours bien de les rappeler. Je rappelle le format de ces webinaires. Nous allons avoir là 40, 45, 50 minutes de présentation, d'échange avec François-Xavier. Vous ne pourrez pas poser directement de questions, en tout cas dans cette première partie. Tout ça, c'est enregistré et vous pourrez le retrouver en replay. Et une fois la présentation terminée, je couperai l'enregistrement et nous laisserons la possibilité à nos adhérents qui sont en live de pouvoir poser toutes les questions qu'ils souhaitent directement à François-Xavier, ce qui créera de la valeur ajoutée pour vous, membres de la fédération. Je te propose, François-Xavier, de te présenter, de prendre la main. Merci Thomas, bonjour à tous. Nous avons effectivement 45 minutes, 40-45 minutes ensemble. Et puis ensuite, on laissera la possibilité aux personnes dans le chat de poser des questions. Alors Thomas, tu me diras si c'est oral ou écrit, mais peu importe, vous aurez la possibilité de poser des questions. N'hésitez pas, il n'y aura aucune question bête. Posez toutes les questions, on espère que Thomas ou moi puissions y répondre. L'idée de cette formation, alors en 45 minutes, c'est très très court, donc on va essayer d'aller vite. Je me suis quand même permis de vous faire un petit support. Alors vous le verrez, il est volontairement très exhaustif. L'idée, c'est de vous le transmettre si Thomas le veut bien. Et ça vous permettra d'avoir une base solide ou pas, mais en tout cas une base déjà assez exhaustive pour vous pointer là où vous devriez faire attention en amont, donc c'est-à-dire au niveau de la rédaction de vos contrats, de vos DIP et dans la relation franchiseur-franchisé. Euh, alors, malheureusement, le titre, c'est les 7 erreurs à ne pas commettre. J'aurais aimé vous n'en trouver que 7, mais j'ai pas réussi, donc c'est un titre accrocheur, mais c'est pas la vérité. Et c'est un titre de Thomas. Non, je rigole. On a fait le titre ensemble, mais pour le coup, effectivement, il y a quand même plus d'erreurs que 7. Alors, on va tout de suite commencer. Hop. Donc ça, c'est pour la présentation. Pardon, je ne me suis pas présenté. Donc François-Xavier Awatar, je suis avocat, je suis associé d'un cabinet qui s'appelle Francis Lefebvre, CMS Francis Lefebvre. On est beaucoup d'avocats dans le monde, on a plusieurs bureaux. Moi, je m'occupe de la partie conseil et contentieux en droit économique. Donc c'est la distribution, la franchise et la concurrence avec une belle équipe. Et on fait tout le conseil et le contentieux, notamment en droit de la franchise. Donc ça, c'est pas intéressant. On va tout de suite aller dans le vif du sujet qui est ici. On a découpé ces 45 minutes en trois parties. La première partie, elle est liée au DIP. La deuxième, au contrat. La troisième, c'est comment gérer au mieux ces contentieux et aussi penser à la clause de règlement des conflits, qui est parfois un peu négligée parce que un peu clause bateau, clause un peu bête. Et pourtant, il y a des stratégies qui peuvent être menées ou en tout cas des préalables qui peuvent être requis. Ça, c'est une certitude.
On va d'abord être focus sur le DIP. Le DIP, c'est là où il y a énormément de contentieux. Il est rare, mais extrêmement rare. Alors, je suis désolé, je vais faire que des statistiques de politiciens, mais peut-être 90% des contentieux dans la franchise que nous pouvons avoir sur les contrats, sur les contentieux de la franchise, il y a toujours un bout de contentieux sur le DIP, voire même quand le contentieux ne porte pas que sur les DIP. Quand il porte sur les deux, en général, il porte souvent à titre principal sur le DIP, à titre subsidiaire sur la relation contractuelle. Ça s'explique pour une raison extrêmement simple que vous devez garder en tête, c'est que le DIP, on va venir chercher ce qu'on appelle le vice du consentement. Alors, je sais que je parle soit à des franchiseurs, soit à des responsables juridiques des franchiseurs, soit à des confrères, donc je ne vous apprends rien là-dessus, mais c'est important de comprendre pourquoi les avocats plutôt spécialisés franchisés vont sur ce terrain. C'est qu'on vient chercher le vice du consentement, on vient chercher la nullité de la relation, et il suffit de prouver que une information n'était pas sincère, une information n'était pas exacte, une information était manquante, à charge pour nous d'avoir l'information en amont et de ne pas l'avoir délivrée ou mal délivrée, que cette information, c'est quand même une double condition qui est bien pour les franchiseurs. C'est que la double condition, c'est que cette information, elle a été déterminante de votre consentement, du consentement du franchisé. Si ces deux conditions sont réunies, eh bien, il y a un risque quand même de vice du consentement et donc de nullité de la relation. La question, c'est est-ce que le candidat aurait signé s'il avait connu une information fiable ou sincère ou la présence de cette information si elle avait été manquante? C'est ça l'idée qu'on vient chercher lorsqu'un avocat spécialisé franchisé vient chercher le contentieux. Donc gardez bien à l'esprit ça, c'est le socle que vous devez avoir en tête dans le raisonnement des contentieux menés sur le DIP. Alors, je vais encore une fois aller un petit peu vite, ne m'en voulez pas, mais le support reste assez exhaustif. Quelque chose qui est important, nous, on voit pointer du doigt ces contentieux en ce moment. C'est des contentieux qui nous font un peu peur quand même parce qu'on ne sait pas trop quoi en penser. Vous avez une liste de documents obligatoires. C'est le b.a.-ba des documents que vous devez retrouver dans le DIP. Ils sont listés aux articles 330-3 et R330-1 du Code de commerce. Alors ça, c'est extrêmement facile. Surtout le R330-1, il est hyper exhaustif. C'est une liste, c'est clair, c'est précis de ce que vous devez mettre dans le DIP. Alors, une petite anecdote au passage. Je vous conseille que ce DIP soit marketé. Alors, on n'a pas tous le même avis entre les experts sur ce point, mais moi, je pars du principe qu'il doit être un petit peu marketé, ce DIP, un petit peu joli, parce que ça doit donner envie d'être lu. Combien de fois les franchisés ne les lisent pas? Alors on me dirait, tant pis, il y a une décharge, on a un DocuSign, on a l'accusé de réception, c'est vrai, dont acte. Mais est-ce que c'est pas dommageable d'avoir un contentieux parce que le franchisé ne l'a pas lu, parce qu'il était indigeste, ce DIP, plutôt qu'un franchisé qui l'a lu? Et ça évitera peut-être un contentieux, ça évitera, ou ça permettra en tout cas peut-être des questionnements de la part du franchisé. Je vous encourage aussi, c'est des conseils que je vous donne, alors malheureusement, dans les personnes que je connais et qui sont connectées, il y en a certains qui ont des franchises qui se comptent en centaines ou en milliers. Et là, pour le coup, c'est un peu plus difficile le conseil que je vais vous donner. Mais parfois, quand vous avez un candidat qui est extrêmement ambitieux, vous pensez que c'est un peu le candidat idéal, vous êtes quasiment sûr de le signer après le DIP au regard des discussions que vous avez. Pourquoi est-ce que vous ne prendriez pas la peine, 1 heure, de lui présenter le DIP? Présentez-lui le DIP, présentez-lui les grands axes du DIP. Invitez son avocat, s'il en a un, ou son expert comptable à la table. Ça va sûrement soulever des questions. Mais si le candidat est motivé, si votre franchise, elle marche, il signera le contrat. Et il signera bien plus en connaissance de cause si vous l'avez remis ce DIP avec une présentation orale. Je vous le dis parce que beaucoup de franchiseurs qui ont pris ce pas euh, ont beaucoup moins de contestations. On le voit des années après. On le voit qu'il n'y a pas ces contestations sur le DIP. Et en plus de ça, ça vous permet quand même de vous targuer d'un petit mail en disant, on s'est vu à 14 heures, on a pris 1 heure ensemble, je vous ai présenté le DIP, j'ai essayé de vous le présenter de manière objective. Bien sûr, vous êtes le franchiseur, mais c'est quand même un plus par rapport à simplement la remise du DIP. On ne peut pas le négliger et le juge ne peut pas le négliger non plus. Voilà, c'est deux petits conseils. Marketer le DIP, présenter le DIP et en tout cas, présentez-le à un maximum de monde, même si je sais que ce n'est pas possible de le faire à toutes les personnes intéressées par votre franchise quand vous connaissez un certain succès. Je reviens sur cette liste qui est dans le DIP. Ce qui est important, c'est de comprendre ça. En 2016, il y a eu une réforme des obligations. Une réforme des obligations qui a été assez importante puisqu'elle a un petit peu réformé notre code civil sur un certain nombre d'articles et
On a eu des numérotations qui ont changé et surtout, on a eu un nouvel article qui est l'article 1112-1 du Code civil. Je suis désolé, je vous cite les articles et promis, après, je ne le fais plus. Ici, c'est un devoir d'information générale précontractuelle. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute information que vous auriez en votre possession, que vous ne délivrez pas volontairement, éventuellement involontairement, mais qui aurait été ou qui est déterminante du consentement du franchisé, eh bien, il aurait été préférable de le mettre dans le DIP. Alors, souvent, on me dit, mais tu as des exemples? Alors, j'ai quand même quelques exemples. J'ai quand même quelques exemples qui sont des vrais exemples, puisqu'il y en a un qui est en contentieux aujourd'hui, un autre qui est en pré-contentieux. Et puis, on vous a mis un arrêt très récent de la Cour d'appel de Lyon du 2 mai 2024 qui vous dit le franchisé a l'obligation de se renseigner sur les résultats de son prédécesseur, le franchiseur n'ayant pas l'obligation légale de préciser si le précédent exploitant a connu ou non des difficultés financières. Là, je vous le mets parce que c'est un arrêt qui est en votre faveur, vous franchisez. Pour le coup, ça a été reproché par le candidat de ne pas avoir mis de savoir si le précédent, la personne à qui le fonds a été repris, il avait eu des difficultés ou pas. Pour le coup, la Cour est assez souple et elle dit non, mais c'est à vous de vous renseigner. Donc ne vous inquiétez pas, dans les exemples que je vais vous donner, il y a aussi quand même aujourd'hui une responsabilité forte qui est mise sur le franchisé, bien plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 10, 15 ou 20 ans, et qui va essayer de responsabiliser le franchisé à dire, mais attendez, c'est à vous aussi, commerçant indépendant ou futur commerçant indépendant que vous serez ou vous êtes, de vous renseigner. Mais je vais quand même vous donner des exemples actuellement en contentieux ou en pré-contentieux. Le premier exemple, c'est un réseau dont la philosophie de ce réseau, elle est basée sur la RSE. Vraiment, tout est produit local, tout est circuit court, tout est absolument basé sur la RSE. Dans le DIP, à part les documents tout à fait légaux qui ressortent des articles que je vous ai cités du Code de commerce, il n'y a rien qui vous dit vraiment à quel point ça va être quand même contraignant pour vous certaines méthodes à appliquer. Voire même, le franchiseur impose d'être en partenariat avec des associations qui vont récupérer la nourriture invendue, des associations qui vont aider les sans-abri, etc. Bref, ils veulent qu'il y ait cet écosystème autour de chaque franchisé dans chacune des villes. Tout ça n'a jamais été marqué dans le DIP. En revanche, alors les associations, c'était marqué ni non plus dans le manuel du savoir-faire, mais sur les contraintes liées au circuit court, à l'approvisionnement, etc., même si le franchiseur, vous imaginez bien qu'il est également fournisseur ou centrale de référencement, il y a une partie qui est faite beaucoup par le franchisé, avec des fournisseurs très, très, très locaux référencés, dont le franchisé doit prendre part. Eh bien, il y a un franchisé qui dit, non, mais en fait, c'est trop contraignant, votre truc. Si j'avais su, j'aurais été dans une franchise autre, moins contraignante. Et donc, on voit, alors là, c'est un précontentieux, on voit qu'on a cette difficulté, on est actuellement en médiation, mais on voit que c'est quand même une vraie difficulté et on sait que ça va être reproché dans le cadre d'un contentieux. Est-ce que ça aboutira ou pas à un vice du consentement? J'en sais rien, mais on voit quand même que ces questions sont soulevées. Deuxième exemple qui est en contentieux, et là, pour le coup, ça a déjà été jugé, mais en première instance, à Caen, c'était un franchiseur qui imposer la franchise participative, celle dans laquelle, je ne vais pas faire le procès de la franchise participative aujourd'hui, ce n'est pas l'objet, mais c'était le franchiseur qui imposait un modèle de franchise participative à son franchisé, dans lequel le franchiseur prenait des parts dans le capital de son franchisé. Eh bien, ça a entraîné énormément de contraintes en termes de résiliation des contrats, en termes de droit de vote des associés, etc. Ça a entraîné énormément de contraintes derrière. Et le franchiseur étant également évidemment l'associé du franchisé, vous imaginez bien, eh bien, il a été reproché par le franchisé de dire, mais écoutez, vous auriez peut-être dû me dire quand même dans le DIP que mon associé allait, enfin, mon franchiseur allait aussi être mon associé. Le franchiseur, lui, il dit, ah ben non, j'avais pas à vous le dire, puisque l'entité qui est associée chez vous, c'est pas l'entité du franchiseur, c'est une entité filiale du groupe. D'accord, mais l'entité filiale du groupe qui est associée à mon capital de franchisé, bah, c'est quand même la fille, capitalistiquement parlant, à 100% de mon franchiseur. Dans l'organigramme, dans l'écosystème du groupe, vous avez le franchiseur, à 100%, elle détient une filiale qui est l'associé dans le capital du franchisé. Eh bien, toutes les contraintes, le franchiseur ne pouvait pas l'ignorer, évidemment, détenant à 100% cette filiale. Donc, le tribunal de commerce estimait qu'il y avait effectivement un vice du consentement. Enfin, il y a, ça, entre autres. Ça, entre autres. Parce qu'évidemment, hein, le franchisé ne donne jamais qu'un argument. Il y a énormément d'arguments, à raison, bien sûr, c'est le jeu du contentieux. Mais ça a été un des arguments qui a plaidé en faveur du vice du consentement. Et le tribunal a été un peu loin, même parce qu'il disait que toute la portée
de la franchise participative qui n'a pas été dit dans le DIP, eh bien, même un conseil avisé aurait eu du mal à déceler les impacts. Même, en gros, même un avocat ou même un expert avisé aurait eu du mal à vraiment voir l'impact de cette franchise participative. Donc, c'est vous dire quand même à quel point des questions aujourd'hui sont soulevées. Pourtant, ça date de 2016, cet article-là. On est quasiment à 10 ans, 8 ans. Mais les contentieux commencent à pointer leur nez. On ne sait pas jusqu'où ça ira. Il y a rien en cours d'appel, à ma connaissance, et encore moins en cours de cassation. Voilà ce petit focus un petit peu général. Désolé d'avoir été un peu long parce que c'est vraiment quelque chose que vous devez faire très attention. Vous devez challenger vos clauses, challenger vos DIP et vous dire, y a-t-il quelque chose qui est important pour moi, qui est une information que je connais, que je vais imposer ou demander à mon franchisé qui n'est pas dans le DIP. Et là, posez-vous la question de savoir s'il faut le mettre. Par contre, si vous vous posez la question en vous disant, ouais, mais si je le mets, il ne va pas signer, ah bah là, du coup, il faut le mettre. Voilà la réflexion à mener. Si vous vous dites, ah, bah, si je le mets, ça va être trop contraignant, c'est qu'il y a un sujet quand même. De toute façon, dans tous les cas, hein, ce qui est prôné, en tout cas par la fédération, par les experts, c'est de la transparence. De la transparence, il faut que le contrat et le DIP soient le plus équilibrés possible. Donc, en effet, si, il y a un doute, il faut lever le doute et comme ça, il n'y en a plus. Ça me permet de faire une toute petite transition par rapport à ce DIP. Je mettrai le lien pour ceux qui le souhaitent. Sachez qu'à la fédération, à la FFF, hein, on a l'Académie de la franchise dans laquelle on dispense plusieurs formations et une d'entre elles, en tout cas, concerne le DIP, justement, comment bien s'informer sur le DIP. Elle est animée par un avocat, Christophe Grison, et par un animateur en réseau de franchise, Sylvain Barthelemeux, qui travaille pour Franchise Management. Et justement, en fait, la vision des deux, enfin, ces deux points de vue qui se confrontent est super intéressante, que comme tu le disais, toi, tu es plutôt pro, je le market. Il y a aussi des avocats qui sont pro en disant mettez-y le strict minimum, en étant équitable et transparent, bien évidemment, mais c'est pas un outil de marketing. Voilà. Et en fait, là, cette formation, elle confronte les deux points de vue. Et après, chacun, il y a pas de vérité absolue. Chaque franchiseur mettra sa patte dans ce document, mais l'idée, c'est de pouvoir confronter les avis, de savoir quels sont les avantages de le marketer, quels sont les avantages d'être le plus puriste possible. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, la prochaine formation, elle a lieu le 16 juin. Et je vous mettrai le lien dans le chat pour les franchiseurs qui veulent aller plus loin. Et encore une fois, ce franchiseur pas uniquement, pas uniquement les juristes, hein, ça peut être des formations qui sont très intéressantes pour les animateurs de réseau et les développeurs de réseau, parce que bah, vous êtes en relation directement avec votre franchisé et c'est important pour vous de connaître les tenants et les aboutissants du contrat qui vous lie avec la personne avec laquelle vous êtes en contact, à savoir le franchisé. Donc n'hésitez pas, et elle est valable pour les jeunes réseaux aussi bien que pour les réseaux matures. Voilà, je vous mets le lien. Voilà, c'était une petite parenthèse pour aller plus loin. Parfait. Merci, merci Thomas. Euh, Maintenant, si on se cantonne au contentieux classique du DIP, c'est des contentieux qu'on ne peut pas négliger et je suis désolé si je rappelle des éléments que beaucoup connaissent déjà. Le DIP, c'est quatre informations générales. Information sur le franchiseur, sur le marché, sur le réseau, sur le futur contrat. Sur le franchiseur, au-delà de l'historique du franchiseur, qui vous êtes, ce que vous avez fait, d'où vient la franchise, la genèse, etc., il est quand même important de bien mettre vos bilans. Bilan simplifié. C'est vrai que là-dessus, c'est quelque chose de très important. Parfois, on voit qu'il y a des DB qui sont manquants. Des fois, on voit des bilans qui ne sont pas les derniers. Donc, ça cache quelque chose. Des fois, ça cache rien. Des fois, c'est simplement des oublis. Ils ne sont simplement pas actualisés. Donc, faites bien attention d'avoir quelqu'un responsable chez vous de ces DIP. Des informations relatives au marché. Alors, je vais d'abord faire celle au réseau, pardon. Celle au réseau, on me pose toujours la question, il faut que je mette la liste de mes franchisés. Oui, on doit mettre la liste des franchisés. Et on doit aussi mettre la liste de ceux qui ont quitté le réseau sur l'année précédant la remise du DIP. Et la raison, liquidation judiciaire, résiliation, bref, il faut le mettre, c'est important. Euh, on a eu un réseau, malheureusement, qui n'avait pas mis à jour son DIP, volontairement, involontairement, peu importe, mais sur un réseau de 100 franchisés, à peu près 100, une dizaine de liquidations judiciaires dans l'année suivant la remise d'un DIP à un candidat. Eh bien, le candidat qui a fait un contentieux quelques années après, il dit, mais attendez, mais quand même, moi, si j'avais su ça, 10 liquidations, je ne sais pas si je ne me serais pas engagé, j'en sais rien, ou en tout cas, je ne me serais pas engagé dans ces conditions. Donc, vous voyez, c'est quand même vraiment important, c'est vraiment des lièvres qui sont soulevés par les avocats des franchisés à raison, à raison. Donc, mettez-le, et comme le disait Thomas, il faut prôner la transparence. Et sincèrement, il faut mieux prôner la transparence et manquer un candidat plutôt que d'en avoir un sur la base d'éléments non fiables qui ne manquera pas de faire un contentieux si ça ne va pas.
À partir du moment où il ne gagne pas bien sa vie, hein, c'est ça, on va se le dire, les contrats, ils servent jamais sauf quand ils servent. Et ils servent à partir du moment où les franchisés ne gagnent plus leur vie, en fait. Donc c'est à partir du moment où l'économie ne marche plus que le juridique va rentrer en jeu. Les informations relatives au réseau sont extrêmement importantes. Au marché, pardon. Au marché, j'ai fait le réseau. Au marché sont extrêmement importantes. Vous avez ce qu'on appelle vulgairement ces EGM, ELM. L'EGM, l'état général du marché, il doit être actualisé. On trouve beaucoup trop de DIP sur des EGM qui datent de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Alors attention, si le marché n'a pas bougé, pas de problème. Si en 10 ans le marché n'a pas bougé dans votre secteur, aucun problème. Mais dans ce cas-là, dites-le, le marché n'a pas bougé. Mon état général, il date d'il y a 10 ans. Alors, j'y crois pas hein, que le marché n'a pas bougé, mais admettons 3 ans. En 3 ans, il n'a pas bougé. Eh bien, dites qu'en 3 ans, il n'a pas bougé. Mais dites-le. Parce que sinon, ça laisse la possibilité au candidat, s'il se fait accompagner, bah, de se dire, ah, c'est marrant, les données, quand même, elles datent de 2020, 2021. Et si lui se met à chercher, ce qui est aussi de sa responsabilité à lui de chercher des informations, et qu'il découvre que les informations ne sont pas fiables, non seulement il ne signera pas chez vous, et ça fait une mauvaise pub. Ça, c'est certain. L'état local du marché, alors je vous le rappelle, ce n'est pas une étude de marché. Ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Un état local de marché, c'est une présentation locale du marché. Si on remonte à 20 ans en arrière, la jurisprudence elle avait déjà accepté même une photocopie des pages jaunes. Ça, je vous y encourage évidemment pas du tout. Mais à minima, une cartographie sur la zone de chalandise du candidat s'il n'a pas d'exclusivité territoriale, sur sa zone d'exclusivité territoriale s'il a une exclusivité territoriale. Je rappelle que l'exclusivité territoriale n'est pas une condition sine qua non de la franchise, qui ne sont que trois conditions, la marque, l'assistance et le savoir-faire. Mais s'il en a une, il faut bien prendre l'exclusivité territoriale et s'il n'en a pas, sa zone de chalandise. Et vous pointez sur la carte les concurrents. Les concurrents, qui ils sont, où ils sont, leur adresse, et ça, c'est le minimum. Aujourd'hui, vous le savez, et il y a énormément d'experts à la FFF pour cela. Beaucoup en ont fait un métier. Ils ont toute la data, toutes les données pertinentes pour sortir ces EGM et ces ELM pour les DIP. Donc c'est vrai que si vous pouvez, financièrement parlant, je vous encourage quand même à vous rapprocher de ces experts, puisque ça évite quand même un certain nombre de contentieux d'avoir des EGM, ELM de qualité. Encore une fois, ce n'est pas une étude de marché. Ce n'est pas à vous de dire il y a tant de personnes qui passeront devant votre magasin, il y a tant de trafic routier, etc. Ça, c'est une étude de marché et c'est au candidat de la faire. Et pour aller plus loin par rapport à ça, un tout petit point de détail, mais non seulement, oui, c'est un investissement, puisque vous devez le payer à chaque fois. On parle de quelques centaines d'euros, plusieurs milliers d'euros pour les états généraux, on est d'accord. Mais déjà, bah, ça peut vous éviter, comme le dit François-Xavier, des contentieux à moyen long terme qui vous coûteront probablement plus cher que ces investissements. De deux, mine de rien, ce sont des professionnels, c'est leur métier, donc faites-leur confiance. Et de trois, ça vous dédouane aussi. Le fait que ce soit une entreprise externe, ce n'est pas votre engagement, ce ne sont pas vos études à vous. Donc, vous ne mettez pas votre parole en cause. Vous engagez une tierce personne sur la véracité des informations qui sont communiquées. Donc, mine de rien, c'est quand même pas neutre. Exactement. Exactement. Je vous encourage quand même à donner le nom de certains partenaires. Vous n'êtes pas obligé, si par exemple, vraiment, je dis n'importe quoi, mais vous faites vos études par Amprixia, donnez le nom éventuellement de territoire et marketing aux candidats à la franchise en disant, bah, écoutez, rapprochez-vous de ces personnes, ils sont super. C'est pas eux qui nous ont fait l'état de marché, donc on n'aura pas de conflit d'intérêt ni quoi que ce Mhm. soit. Allez-y. Et c'est vrai que moi, je suis quand même toujours surpris d'un candidat à la franchise qui est capable de mettre 100, 200, 300, 400, 500 000 euros en emprunt ou en fonds propres et qui n'est pas capable de mettre 1000 euros dans une étude de marché. J'avoue que moi, ça m'interroge sur la qualité de ce candidat. Parce que déjà, ça m'interroge parce qu'éventuellement, il voudra mettre la responsabilité sur vous, même si on sait que ça ne marchera pas parce que vous n'êtes pas responsable d'une étude de marché, mais ça n'empêche pas le contentieux, hein. Et même un contentieux gagné d'avance, pour moi, il est toujours un peu perdu parce que ça entraîne des lourdeurs, des frais d'avocat, des provisions à passer, une gestion des contentieux en interne. Bref, au final, à part enrichir les avocats, les contentieux, finalement, ils sont toujours un peu perdus. Et ne serait-ce que sur le temps qui court, sur le préjudice d'image, sur les réseaux, parce qu'il faudra bien dire dans les DIP que vous êtes en contentieux avec un tel ou un tel. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut encore une fois mieux jouer la transparence. Pour finir sur ce DIP, des informations relatives aux futurs contrats. Alors, c'est important parce qu'on trouve trop de DIP encore qui annexent le projet de contrat. Ça, c'est bien. Mais vous devez mettre en exergue les clauses exclusives, contraignantes pour le franchisé. Et ça, vous devez les mettre en avant à la fin de votre DIP, ou peu importe dans le DIP où vous le mettez selon votre sommaire, mais vous devez le mettre.
annexer le contrat ne suffit pas. Ne suffit pas et c'est vraiment dommage parce que je vais vous donner aussi une clause, par exemple, pour moi, qui doit figurer dans les clauses essentielles. C'est par exemple si vous avez opté pour l'arbitrage. Alors, je suis désolé, je devance la fin de la formation, mais si aujourd'hui vous avez une clause attributive de compétence à un tribunal, très bien. Vous avez une clause de médiation, très bien. De conciliation, très bien. Mais si vous avez opté pour l'arbitrage, quelle que soit l'institution que vous avez choisie, eh bien, il faut quand même se dire que l'arbitrage, ça ne présente pas que des avantages pour le franchisé. Parce que c'est très cher. C'est très cher. Quoi qu'il arrive, quelle que soit l'institution, quels que soient les honoraires réglementés ou un arbitrage ad hoc qui est encore plus cher, eh bien, c'est quand même quelque chose pour le franchisé qui doit savoir, à mon sens, puisque, un, ça sera certes confidentiel, l'arbitrage. Mais en général, ça, le franchisé, on va se le dire, il s'en fiche un peu. Mais pour le franchiseur, c'est très important, la notion de confidentialité. Deux, un avantage qui est à mon sens un peu plus côté franchiseur que franchisé, mais qui est un avantage discutable pour les deux, c'est le temps, puisque l'arbitrage va durer entre 10 et 15 mois. Donc là, c'est un énorme avantage pour le franchiseur et un avantage relatif pour le franchisé. Pourquoi? Parce que les recours en annulation qui ne sont pas des appels, mais je ne ferai pas un cours de procédure aujourd'hui, sont très différents. Donc aujourd'hui, si un franchisé devait se dire, ah ouais, donc en fait, si je veux attaquer mon franchiseur, ça va me coûter de l'argent, en plus de mon avocat, et en plus de ça, je ne pourrais pas faire appel de la décision en tant que telle comme on l'entend dans notre procédure civile. Ce sera un recours en annulation qui devra passer des filtres avant de juger le fond. Eh bien, je ne vous dis pas que le franchisé ne va pas signer, mais il va se dire quand même, ah oui, il va falloir la vendre quand même, cette clause. C'est à mon sens une clause importante. Donc, vous devriez la mettre en exergue. Et encore une fois, on va se dire les choses, j'allais dire droit dans les yeux, c'est un peu bizarre à un webinaire, mais euh, même en faisant tout ça, il y a une chance sur deux qu'ils le lisent, le DIP, jusqu'au bout. Mais au moins, on ne pourra pas vous reprocher de ne pas l'avoir fait. Et c'est ça qui est important, c'est de ne pas vous reprocher de ne pas l'avoir inscrit dans le marbre, dans le DIP. Euh, alors, donc, j'ai énormément de slides sur le DIP. Je vous les ai toutes faites sur la base de la première slide. Peut-être un petit mot sur le délai des 20 jours minimum. Alors, ce délai des 20 jours, je vous conseille de le respecter. Je trouve ça toujours assez surprenant enfin, que certains franchiseurs se retrouvent un peu dans le rush de la remise du DIP en se disant, il faut vite le donner pour vite signer. Alors qu'en général, ça fait 2, 3, 4 mois qu'on discute avec le franchisé. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de discuter un bon mois avec lui? Au bout de ce bon mois, on voit que c'est pertinent. Plutôt que d'engager plein de pourparlers sur la recherche du local, sur tout ça, alors que le franchisé, il est à fond dans la franchise, que vous êtes à fond avec lui, pourquoi ne pas lui remettre tout de suite ce DIP et qu'il ait 20, 30, 40, 50 jours, même s'il faut, avant la signature du contrat? Pourquoi pas? Les 20 jours, c'est minimum. Alors attention, par contre, euh, les 20 jours, c'est minimum, mais il ne faut pas que ça soit un an non plus. Parce que en un an, le marché peut bouger. Alors l'état général peut bouger un peu, mais l'état local peut bouger. C'est bien pour ça que, et je le rappelle, le DIP, il est obligatoire au contrat de réservation de zone, à la signature du contrat, en cas de renouvellement, en cas de resignature. Le DIP, il est obligatoire à chaque fois. C'est vrai que c'est lourd, c'est super lourd à faire, mais ça se comprend. Parce que entre les délais de renouvellement, de reconduction, de CRZ, de contrat, etc., il peut se passer des mois, parfois un an, parfois un an et demi, parfois 2 ans. Vous prenez des franchises où il y a des besoins de locaux en milliers de mètres carrés, alors il n'y en a pas des masses, mais il y en a certains. Bah, avant de trouver le local, des fois, il se passe du temps quand même. Et le marché peut bouger. Alors, les sanctions, en dehors de la nullité de la location des dommages et intérêts, sur la sanction spéciale qui est une amende de 1500 euros, à titre personnel, je l'ai vu une fois. C'est très, très rare. Et 1500 euros versus les demandes de dommages et intérêts qu'on vous demande, c'est pas grand-chose. Donc ça, c'est tout ce qui est état du marché. Vous le verrez, je vous ai tout remis dedans. Je vous ai mis de la jurisprudence pertinente. Vous avez tout dans les slides. Vous avez quelques statistiques que Thomas m'a demandé. On les a relevées. Donc tout ce qui est état du marché, je passe. Et on va aller maintenant, je pense, sur le contrat. Mais avant cela, ça me fait penser au prévisionnel. Les prévisionnels Ouais. ne sont pas des documents obligatoires au sens du DIP. Alors vous me direz peut-être, au regard de ce que je vous ai dit au début, peut-être que c'est une information, en revanche, déterminante du consentement du franchisé. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas une information que vous détenez, le prévisionnel qu'il entend faire, selon ses charges qu'il entend faire, selon le chiffre qu'il entend faire, selon l'étude de marché qu'il aura dû faire. Vous n'êtes pas en possession du prévisionnel précis du franchisé. Donc, sur le principe, moi, je ne peux que vous conseiller toujours, comme